Bonjour à tous, bienvenue dans l'écran, toute nouvelle émission proposée par btp.tv pour débattre des sujets d'actualité grâce aux protagonistes de la filière de la construction. Un sujet très dense et nous allons en parler grâce à nos invités que je vous propose de découvrir tout de suite sur l'écran. Bonjour à tous, Juliette Chapelle, je suis avocate au barreau de Paris. J'ai fondé mon cabinet Chapelle Avocat spécialisé en droit pénal des affaires et principalement en droit pénal du travail. Bonjour, Christophe Bourlon de Groupe Quali-Consult. Groupe Quali-Consult, société de tierce partie qui gère les problèmes de contrôle technique de construction, les problèmes de vérification réglementaire et moi plus particulièrement, je suis président de Quali-Consult Sécurité, filiale qui s'occupe de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de BTP. Bonjour, Philippe Gruat, je suis président de la Fédération de l'industrie du béton. L'industrie du béton, c'est 550 entreprises, plus de 800 établissements, 18 000 personnes et 19 millions de tonnes de produits fabriqués. Donc, nous fabriquons des produits en béton destinés donc aux entreprises du bâtiment et des travaux publics. Bonjour à tous et merci d'être venus donc pour parler de ce sujet très important, le travail détaché. Le 12 avril dernier, Elisabeth Morin-Chartier, députée au Parlement européen et rapporteure de la directive sur le travail détaché, annonçait dans un communiqué que le Conseil des ministres de l'Union européenne avait adopté à l'unanimité le compromis proposé. Alors pour quelles raisons ce texte avait-il besoin d'être revisité? Quelles sont les mesures significatives? Est-ce que ça va être moins bien, mieux, plus simple, plus compliqué? C'est ce qu'on va essayer de voir grâce à nos invités et à notre expert Julien Guélinier. Bonjour. Bonjour Marie-Letty. Alors Julien, rappelez-nous quelles sont les problématiques liées au travail détaché. Alors le travail détaché en lui-même, c'est pas une vraie problématique. Ce qui pose problème, c'est la fraude. Déjà, il faut poser le point là-dessus. Il y a beaucoup de fraude en France, mais on ne respecte pas forcément les règles. Alors après, la directive travailleurs détachés qui a été votée par la Commission européenne, ça représente 500 000 personnes environ en France, alors légal ou pas légal. Hein. Et le souci, c'est qu'en fait, quand un travailleur détaché, par exemple polonais, vient travailler en France, il est payé au minimum du salaire français, à partir du minimum du salaire français, mais il paye les charges sociales dans son pays. Emmanuel Macron, donc, en septembre, a fait un tour des pays de l'Europe de l'Est, qui sont en tout 11 pays, avec le Portugal, hein, on peut les compter quand même, contre cette réforme de directive. Il les a convaincus pour avoir une réforme. Et il a du coup réussi pour justement à travail égal, salaire égal. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que cette réforme a envie d'être mise en place. Ça fait très longtemps. Nicolas Sarkozy avait essayé, François Hollande avait essayé. Et là, Emmanuel Macron a l'impression que ça avance, que les choses avancent et que l'Union européenne avance sur ce sujet. Alors les choses avancent, c'est vrai que c'est un sujet qui fait débat depuis de longues dates. Donc c'est bien qu'on avance et qu'on ait réussi à trouver un compromis justement parce qu'il y avait vraiment deux blocs de pays, les pays d'Europe de l'Est, parce que ça leur rapporte aussi, eux, beaucoup d'argent, et les pays de l'Ouest qui étaient plus pour une réforme, pour permettre d'uniformiser les salaires et d'avoir plus de cohérence au niveau des travailleurs détachés dans l'Union européenne. Donc là, on arrive à un compromis, c'est ça ? Oui, on arrive à une situation qui commence à équilibrer un petit peu les masses salariales, quel que soit le pays d'où on vient pour travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Et Monsieur Gruat, quelles sont les demandes de la FIB ? Nous, notre principale réclamation, c'est que la loi soit appliquée, déjà, hein, telle qu'elle existait, et que les contrôles soient vraiment renforcés pour, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, éviter toute la partie travail illégal. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est que la loi telle qu'elle est, je dirais, aujourd'hui applicable, soit appliquée, et surtout que les contrôles soient considérablement renforcés. Alors on a plusieurs chiffres à mentionner, hein, dont on va essayer de les voir sur l'écran. L'ordre, voilà, il y a plusieurs chiffres, on va voir dans quel ordre ils vont apparaître et on va les commenter ensemble.
Donc le travail détaché en chiffres, 2,05 millions de travailleurs détachés en 2015, c'est plus 41,5% par rapport à 2010. Il représente 0,9% de la population active en Europe. Donc ça, c'est déjà les premiers chiffres. Ensuite, tout ça, pour l'instant, on est sur le travail détaché de manière générale, hein, pas encore sur le BTP. Et tout ce qu'on sait, ça c'est les chiffres que l'on sait, c'est-à-dire qu'après il y a une partie des travailleurs qui sont illégaux, détachés illégalement, et ça les chiffres, on ne peut pas trop savoir, ça serait entre 300 et 400 000. D'accord, oui, on va arriver de toute façon sur ce chiffre-là après. Donc vous voyez, en Belgique, ils sont quand même plus nombreux qu'en France, par rapport à la population active. Et la Belgique, l'Allemagne et la France accueillent 50% des travailleurs détachés. On avance également sur d'autres chiffres. 40% des travailleurs détachés en France sont du secteur du BTP. Et comme vous le voyez, donc, beaucoup moins dans l'industrie et encore moins dans les services commerciaux. Et on arrive sur le dernier chiffre qui est comparatif par rapport à celui de 2005, où on voit 26 466 salariés détachés dans le BTP en France. Et encore une fois, Julien le précisait, hein, ce sont des chiffres officiels, connus, donc on ne connaît pas les officieux. Et en 2015, 285 025 salariés détachés dans le BTP en France. Qu'est-ce que ces chiffres vous évoquent ? D'abord, ça veut dire multiplié par 10, ce qui est absolument considérable, et sachant que ces chiffres sont des chiffres officiels et qu'il y a donc tout ce qui s'est développé à côté de travail illégal. Donc c'est considérable, et donc ça a profondément modifié la structure de notre filière, encore une fois, industrie et entreprise du BTP. Et pour vous, Qualiconsult, ça vous donne plus de travail, certainement ? Oui, ça nécessite d'être encore plus communicant sur les opérations, d'avoir affaire à des populations très différentes. Mais dans le BTP, on a eu quand même beaucoup l'habitude d'avoir recours à des main-d'œuvre étrangères. Alors, ce n'était pas du travailleur détaché à l'époque, oui. C'était de la main-d'œuvre étrangère. On peut remonter aux Italiens au début du siècle, aux Portugais dans les années 50-60 et aux travailleurs d'Afrique du Nord plus récemment. Et de votre point de vue, Maître Chapelle ? Ça évoque en tout cas, c'est qu'il y a une vraie demande pour utiliser la main-d'œuvre que représentent les travailleurs détachés pour les entreprises en France et dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc pour moi, la réforme, la révision de la directive de 96, elle doit aussi comprendre ce besoin des entreprises d'avoir accès aux travailleurs détachés dans le cadre de la loi. Et ça m'évoque aussi les chiffres, une telle différence. Je pense qu'il y a aussi une grosse part des travailleurs détachés où les entreprises ont pris conscience qu'il fallait aussi, parce que les contrôles se sont renforcés, qu'il fallait respecter la loi et donc procéder aux différentes déclarations. Et également parce qu'on a rendu plus accessible cette déclaration des travailleurs détachés. C'est tout bête, c'est qu'on a permis de le faire de manière dématérialisée. Oui. Donc c'est aussi plus facile pour les entreprises de procéder aux diverses déclarations administratives. Et pour quelles raisons ce texte avait-il besoin d'être revisité ? Il y avait donc toute cette partie, donc, notamment sur les charges sociales, hein, qui méritait d'être revue. Pour nous, ça ne va pas changer grand-chose, hein, parce qu'on parlait beaucoup de la partie légale, et je suis tout à fait d'accord sur les besoins des entreprises qui allaient croissant, donc, notamment avec la reprise dans le BTP. Donc il n'y a pas beaucoup de changements dans notre industrie, hein, par rapport à cette loi, si ce n'est cette partie, donc effectivement, à travail égal, salaire et charges sociales égales. Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que la réforme, donc la directive va être revue, elle ne va pas encore être tout de suite applicable, et ça va encore mettre 3 à 4 ans pour qu'on ait les premières conséquences de cette loi. Et ce qui est important, c'est que en parler, c'est bien, mais maintenant, il faut agir. On en parlait tout à l'heure avec les contrôles. Les contrôles, il faut que ce soit le soir et le week-end. Donc, il y a plus de contrôles qu'avant, c'est bien, mais il y en a encore trop peu pour contrôler tout. Et ça, on peut le faire maintenant, puisque la réforme, enfin la directive européenne actuelle permet cela, permet de contrôler le soir, le week-end, et permet de juger tout le monde, en fait. Donc c'est maintenant qu'il faut agir pour que dans 4 ans, on reparte sur de bonnes bases avec la nouvelle réforme. Alors vous faites bien de prendre la parole, Julien, vous allez la garder, parce que chaque émission, vous nous proposez une vidéo à diffuser sur l'écran. Quelle est celle du jour ? Alors celle du jour, on était présents à Batimat, hein, d'ailleurs tous les deux, Marie-Letty,
Et on a interviewé, donc j'ai interviewé avec Régis Bourdeau, donc journaliste chez Batiweb, Monsieur Jacques Chanu, qui était présent et qui nous a parlé justement de cette réforme sur le travail détaché. On peut l'écouter. C'est un débat qui va être long, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a eu un accord entre un certain nombre de pays, mais le temps que tout ça puisse être transposé en texte, on est parti sur 2, 3 ou 4 ans. Oui, on sait que c'est un lourd paquebot l'Europe. C'est pas grave, je pense que là encore il faut savoir cranter, c'est important que ce sujet revienne sur la table et qu'on ait été entendu. Par contre, il faut en aucun cas que ce soit un prétexte pour relâcher la pression sur les contrôles maintenant. C'est-à-dire que la directive telle qu'elle est déjà aujourd'hui, ce que nous demanderions, c'est qu'elle soit strictement appliquée. Et pour qu'elle le soit, il faut que les contrôles, notamment le soir et le week-end, soient maintenus, voire amplifiés. Donc oui, ça a été entendu visiblement. Donc cette vidéo a été réalisée en novembre. Donc ça y est, maintenant la directive est passée. Qu'est-ce qui va changer maintenant ? Alors, ce qui va changer maintenant, donc on avait dit à salaire égal, enfin à travail égal, salaire égal. Autre sujet, c'est pour tout ce qui est, j'ai perdu le fil, les conventions collectives. Donc là, les employeurs pourraient s'y aligner, devoir rembourser les travailleurs pour leurs notes de frais, ce qui n'était pas le cas avant, et qui était un point très sensible pour les pays de l'Est, c'est-à-dire qu'ils voulaient bien revoir la directive, mais sur ce point, parce que les travailleurs de l'étranger viennent de l'étranger en France, il y a des frais d'essence pour les entreprises, et ça devait être pris en compte, ce qui est tout à fait normal. Et le dernier sujet qui a fait aussi beaucoup parler, c'est la durée de transposition d'un travailleur détaché, donc son détachement maximal qu'il peut avoir, et ce sera 2 ans. Donc après 2 ans, le salarié n'est plus considéré comme détaché, et en gros, il devra payer les mêmes charges sociales du pays où il travaille. Est-ce que les sociétés du BTP ont été concertées avant de mettre cette directive en place ? Alors, nous avons souvent communiqué auprès des élus, des pouvoirs publics. Donc, cette communication fait partie de la concertation dont vous parlez. Ce qui est vraiment, je dirais, très important, c'est d'avoir pu effectivement échanger entre les entreprises et l'amont industriel. Donc nous sommes à l'amont du travail détaché des entreprises, mais il n'empêche que nous sommes également concernés dans nos industries également par ce phénomène-là. Oui, mais et nous sommes en usine, donc c'est assez différent de la partie entreprise. Par contre, nous avons beaucoup communiqué avec la partie aval, que sont nos clients, les entreprises représentées par... Et vous avez fait aussi une note de proposition sur votre site internet. Oui, tout à fait. Donc on a pris des positions depuis plus d'1 an maintenant sur ce sujet, en accord justement avec les entreprises, donc représentées par leurs organisations professionnelles. Et alors aujourd'hui, cette directive vient d'être votée à l'unanimité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, on pense que ça va dans le très bon sens, et effectivement. Encore une fois, il y a cette partie directive et puis l'égalité, je dirais, de l'encadrement légal de ce travail détaché. Et puis il y a la partie donc illégale et qui est, nous, notre principal sujet d'intervention auprès des pouvoirs publics, notamment, encore une fois, pour le renforcement des contrôles et le strict respect de la loi et de la directive européenne telle qu'elle vient d'être appliquée. Actuellement, quelles sont vos missions en termes de sécurité pour Qualiconsulte ? Alors, la mission de coordination SPS, c'est la plus importante, coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers, où justement on conseille en amont les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre sur la réglementation, et les entreprises lorsqu'elles ont été désignées sur ce qu'elles peuvent mettre en place, et nous mettons en place aussi des missions d'accompagnement, de conseil ou de contrôle sur les chantiers pour s'assurer que ces règles sont bien respectées. D'accord. De quelle manière est-ce que ces missions sont menées, justement ? C'est par du personnel, des collaborateurs qui sont détachés sur le chantier. Sur le terrain directement ? Sur le terrain directement, oui. Auprès de tous les acteurs. Juliette Chapelle, quels sont les pièges à éviter pour un employeur de salariés détachés lorsqu'il établit un contrat ? Les pièges à éviter, déjà, le premier, c'est de respecter strictement la loi. Donc, c'est de procéder à la déclaration comme quoi on va embaucher des personnes qui vont être soumises justement à toute cette législation européenne sur le travail détaché. C'est également de faire les déclarations et les démarches nécessaires pour obtenir la carte pro du BTP. Qui est une mesure maintenant, qui est une carte obligatoire à partir du moment où c'est du BTP ou
des travaux publics depuis le 1er octobre 2017. C'est également de s'assurer, il y a eu des problématiques par rapport aux travailleurs détachés sur, c'est tout bête, mais la langue du contrat. C'est-à-dire que quand une personne vient travailler en France, il faut que le contrat soit en français. Parce que c'est déjà un signe, si le contrat est dans une autre langue, il est soumis au droit français, donc c'est déjà un signe d'une éventuelle fraude si petit à petit, après, on remonte un petit peu la corde et qu'on voit que les déclarations n'ont pas été faites. On a déclaré une partie des salariés, des travailleurs détachés, mais pas l'autre partie. Et c'est évidemment de respecter la législation sur la rémunération maintenant, puisqu'on ne parle plus de salaire minimum. Maintenant, on parle de rémunération, dont on intègre dedans tous les éléments. Ça, c'est très important. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit rappel justement de ces réglementations liées aux professionnels du BTP. On va regarder ça sur l'écran. Des conditions d'emploi et de travail légales et conformes aux prescriptions professionnelles. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup à suivre. Le droit du travail, la législation du travail, c'est une législation qui est assez lourde. Pour autant, elle permet aux travailleurs et à l'employeur de s'assurer que, notamment dans le BTP où il y a quand même des règles d'hygiène et de sécurité assez importantes, que tout se passe dans les règles et qu'en cas de problème type accident du travail, ce qui peut arriver notamment sur des chantiers, de pouvoir s'assurer de la protection de la loi également. Alors c'est vrai que dans cette liste, on ne voit pas apparaître ce dont vous venez de parler sur les contrats en français. Donc il ne faut pas une traduction aussi pour l'employé. Vous pouvez avoir une traduction pour l'employé, mais en tout cas, qui peut être en annexe, mais en tout cas, le contrat doit être en principe en France rédigé en français. Je vous dis ça parce que c'est arrivé sur le contrôle d'un chantier où on avait des travailleurs, majoritairement des travailleurs détachés, tous les contrats étaient en anglais. Ça a attiré l'attention de l'inspection du travail, il y a eu le contrôle et on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 370 travailleurs détachés qui n'avaient pas fait l'objet de déclaration auprès de l'administration. Quel est votre rôle à vous? Vous êtes plutôt dans la procédure ou plutôt dans le conseil ou les deux? Alors moi j'interviens surtout au niveau procédural. Je travaille avec un autre cabinet pour le niveau conseil. Donc moi j'interviens souvent. Alors soit on me demande des conseils justement en amont en disant pour éviter une procédure pénale, pour que le contrôle se déroule bien, qu'est-ce que je dois faire, quel est le risque pénal si j'emploie tant de personnes en tant que travailleur détaché, ou j'interviens, et là c'est plus problématique, une fois que le contrôle a déjà débuté et que là on se rend compte que le sous-traitant n'a pas fait l'intégralité des déclarations, ne les a pas fait conformément à la loi. Et là il y a tout un travail auprès de l'administration et ça peut déboucher un contrôle sur des poursuites pénales et ça peut avoir des conséquences dommageables, notamment au niveau financier, pour les entreprises. Pour les entreprises, les peines sont... Je sais que sur votre site internet, on voit les peines encourues. Oula, je les ai plus en tête. Je les ai pas en tête. Oui, il y a des peines, et puis ça ne s'arrête pas au niveau de l'entreprise qui n'aurait pas fait ses déclarations. Ça peut remonter aussi très vite au niveau du donneur d'ordre, du maître d'ouvrage, qui peut être condamné à des peines financières très lourdes, voire au paiement des cotisations ou partiellement des cotisations des entreprises qui auraient fraudé. Et de la prison ferme? On peut, alors ça peut aller jusque-là. Théoriquement, la loi prévoit des peines de prison ferme. Après, il faut savoir que en droit pénal du travail, il y a quand même rarement des peines de prison ferme qui sont appliquées. Et c'est plutôt des peines, des amendes financières, parce que là, justement, l'État vient aussi récupérer, outre le paiement des cotisations, il vient aussi entre guillemets, taper là où ça fait mal pour les entreprises, c'est-à-dire au portefeuille. Et ça a un effet assez dissuasif. On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de la carte du BTP. Julien, vous avez un chiffre à nous donner par rapport... Juste avant, je suis au mea culpa pour tout à l'heure. C'est bien 12 mois. Ça va être peut-être encore discuté et c'est 6 mois d'extension possible. D'accord, il y a une extension. Donc il y a 18 mois. La France militait donc pour 24 à la base. En fin de compte, ça sera 18 mois maximal. Bon, merci d'avoir donné cette précision donc, qui était très importante. Donc revenons sur cette carte, du BTP. Donc pour l'instant, il y en a 1 160 000 qui ont été distribués. On attend encore à peu près le même chiffre qui va encore être distribué. Donc ça a pris beaucoup de retard, avec des problèmes d'impression, des problèmes d'imprimerie qui étaient en grève
Enfin bref, ça a pris pas mal de retard, mais tous les professionnels du secteur sont plutôt satisfaits de cette carte qui est assez pratique, qui permet de contrôler aussi très rapidement, puisqu'en gros les contrôleurs maintenant pourront arriver avec un QR code, leur smartphone, et contrôler sur les chantiers les ouvriers assez facilement. D'accord, mais là on parle d'un chiffre de la carte du BTP en France. Oui. Et pas forcément pour les travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, s'ils viennent en France, ils seront obligatoirement équipés d'une carte du BTP. Oui, alors s'il y a justement cette difficulté d'obtenir sa carte du BTP à court terme, alors qu'un employé détaché arrive sur le terrain français pour travailler et qu'il y a un laps de temps, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut gérer cela et dire est-ce qu'on a des documents qui sont annexes à côté? Alors, il y a de toute façon, à partir du moment où on a fait la demande de carte, il y a l'impression d'un document qui valide le fait qu'on est en attente. Et si jamais il y a un contrôle et qu'on n'a toujours pas cette carte, il n'y a absolument aucun problème à partir du moment où on présente aux inspecteurs la demande. Vous confirmez, M. Bourlon? Oui, tout à fait. Oui. Il y a toujours, la dématérialisation aussi a permis d'accélérer considérablement les procédures. Donc ça facilite aussi beaucoup les choses. Oui, moi je voudrais intervenir sur un sujet complémentaire qui est celui de la commande publique, sur lequel nous avons également pris position. C'est un bon moyen en vérifiant donc, les offres anormalement basses, je dirais, de lutter contre le travail détaché illégal. Et donc c'est un point vraiment très important de l'aval de notre métier. D'ailleurs, vous êtes signataire d'accords et de conventions favorisant les bonnes pratiques dans les marchés publics portés par les collectivités. Donc l'État, la commande publique doit être exemplaire. Et donc on a vu dans le passé récent des offres anormalement basses qui justement correspondaient au recours au travail détaché. Et donc là c'est un bon moyen pour la commande publique d'être exemplaire en vérifiant justement le contenu de ces offres anormalement basses. Donc ça, c'est de votre propre initiative C'est encore une fois, un résultat de la concertation avec nos partenaires. On va parler de la clause Molière, Julien. Alors oui, donc c'est aussi un sujet qui a un rapport avec la carte du BTP et puis donc avec le travail détaché. La clause Molière, donc, elle a été mise en place, on ne sait pas trop si c'est légal ou illégal, on verra parce qu'il y a plusieurs clauses d'interprétariat, comme on dit. Voilà, c'est avec vous, Madame Je vois M. Bourlon qui... C'est toujours assez compliqué, il y a toujours deux avis, il y a l'avis européen et l'avis des locaux. Alors, la base de la clause Molière, c'est comprendre les règles de sécurité sur un chantier. Ce qui est dans le texte plutôt, on va dire, rationnel, ce qui est logique. Alors après, ça c'est la partie un peu cachée, ça serait plutôt pour lutter contre le dumping social, donc le travail détaché, en Europe. Alors après, est-ce que la clause Molière est vraiment légale? Moi, c'est la question que je pose. Alors, sur ce sujet, il y a une jurisprudence des tribunaux administratifs. La clause Molière, telle qu'elle a été présentée, c'est-à-dire c'est obligatoirement langue française obligatoire, avec des sanctions si jamais la personne ne parle pas français, ou une renonciation de la part de l'entreprise d'utiliser des travailleurs détachés. Ça, c'est très clair, la jurisprudence est claire, c'est illégal. Donc en France, on considère que justement c'est contraire au fait que dans l'Union européenne, les entreprises ont le droit de faire venir une main-d'œuvre et d'utiliser le statut de travailleur détaché. Le Conseil d'État s'est prononcé sur ce qu'on appelle la clause d'interprétariat, qui peut être interprétée comme une manière détournée d'insérer une clause Molière dans les commandes publiques. C'est-à-dire qu'on demande à ce qu'il y ait toujours, à partir du moment où il y a des travailleurs détachés qui ne parlent pas français, à ce qu'il y ait un interprète sur le lieu de construction. Ce qui peut rendre difficile étant donné vu le coût de cette pratique, mais en tout cas, le Conseil d'État a dit que le fait d'exiger ça était légal. D'accord. Alors ce qui pose problème, c'est est-ce qu'à chaque fois, il y a un interprète? Oui. Est-ce qu'il y a des contrôles là-dessus? C'est pas sûr. Et on l'a vu aussi, par exemple, je prends l'exemple de Laurent Wauquiez, qui a mis une clause Molière dans sa région et qui a dit tout haut que c'était pour lutter contre le travail détaché. Et que lui, les règles de sécurité, certes, c'était ça. Il profitait en gros du système pour appliquer ça. Donc on voit quand même qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans et que c'est quand même un mano à mano entre la directive européenne et les élus locaux.
Monsieur Bourlon, Oui, c'est plus un prétexte et de l'idéologie qui se cache derrière la clause Molière, bien souvent. C'est pas tant un problème de sécurité sur les chantiers, ça peut poser quelques difficultés ponctuellement, mais on arrive, on le voit tous les jours, à résoudre ces problèmes de langue. Globalement, ça se passe plutôt pas mal. Ce qui se pose vraiment problème, c'est le travail illégal, comme vous le disiez tout à l'heure, où là, on a un irrespect total de toutes les réglementations, et là, on s'en sort plus du tout. Et là, on a des difficultés, pas tant avec les travailleurs détachés. Monsieur Goya, parlez-nous de cette charte Etibat. Alors, moi, j'aurais plutôt, rebondir sur la clause Molière, et donc le langage du BTP est universel, et donc pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des gens compétents qui connaissent les règles de qualité et de sécurité, parce que ce que l'on a vu ces dernières années, notamment pendant la crise, c'est que, je dirais, cette perte de qualification parfois due au travail détaché, notamment illégal, amenait une perte de savoir-faire. Et surtout s'opposait, je dirais, au développement de l'innovation qui est très, très en cours actuellement. Et donc le fait d'avoir une main-d'œuvre très peu qualifiée et peu au fait de ces innovations freinait véritablement le développement de tout ce qui est en train de se passer dans le BTP aujourd'hui, dans notre industrie du béton plus spécialement. Et donc, cette charte, Etibat, écoutez, une charte, c'est toujours quelque chose de positif, dans la mesure où on arrive à une concertation, à des principes. Donc, oui, c'est quelque chose qui fait avancer dans la mesure où, qui fait avancer les choses dans la mesure où c'est le résultat d'une concertation et qu'on va pouvoir s'y référer pendant quelques temps. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails de cette charte pour celles et ceux qui ne connaissent pas le sujet? Non, pas spécialement. Je n'ai pas aujourd'hui de détails à donner là, sur le sujet. À donner. Bon, il y a quelques régions avec lesquelles la FIB a signé cette charte Etibat. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien, on vous invite à aller voir sur le site internet de la FIB. On a signé effectivement avec des métropoles, mais c'est à chaque fois des choses un peu différentes, mais qui prouvent le partenariat que l'on a avec eux. C'est donc des engagements en fait, de part et d'autre avec des métropoles, avec des régions, effectivement, sur des engagements qui concernent soit notre industrie spécifiquement, soit le BTP, soit encore plus que cela, avec certaines régions. Je dirais, vous donner des détails, c'est pas facile dans la mesure où ça concerne, je dirais, un ensemble d'engagements qui sont à peu près conformes à tout ce qu'on vient de dire sur notamment l'économie circulaire et le fait d'achats locaux et de prise en compte de cet aspect local de l'économie circulaire. Est-ce que finalement, ce genre de chartes qui sont mises en place par certains secteurs, certains métiers de la filière de la construction, est-ce que ça rassure Quali-Consult ou est-ce que les sociétés sont plus souvent contrôlées moins, non, pas forcément. La pareil, réglementation française impose des contrôles, d'une part par les organismes officiels, inspection du travail, puis des missions comme nous on peut les proposer, de conseil et de contrôle également, de vérification. Une charte, oui, effectivement, c'est une avancée positive par nature, donc oui, ça va dans le bon sens. Il faut qu'on les connaisse, parce qu'on ne les connaît pas toujours forcément, on n'a pas toujours cette information pour vérifier qu'elle soit appliquée et que les gens qui s'y réfèrent la respectent réellement sur le terrain, ce qui n'est pas toujours le cas, mais encore une fois, on progresse dans tous les domaines. Expliquez-nous de quelle manière est-ce que vous décidez d'aller contrôler tel ou tel chantier? C'est des choses qui sont contractuelles, qui sont définies contractuellement avec le maître d'ouvrage, avec le donneur d'ordre. Donc il y a un certain nombre de visites qui sont prévues en amont, et puis on va aller soit sur des visites qui sont programmées, définies, parce qu'on a des points particuliers à voir en matière de sécurité. Normalement, on doit regrouper plusieurs acteurs du chantier pour mettre au point les techniques d'intervention. Et puis, il y a aussi des visites qu'on appelle inopinées, donc sur lesquelles on va aller sur le terrain, s'assurer que tout est bien respecté. Alors, on peut faire des contrôles sur les papiers des individus, la carte du BTP notamment, ou des contrôles de sécurité, vérifier que les dispositifs de protection soient en place. C'est pas sur dénonciation, c'est pas comme les impôts. Non. Nous, on travaille on est missionné par les maîtres d'ouvrage et on intervient sur leur chantier. Donc
par définition, on doit respecter un nombre de visites et on le fait de manière précise. Quelles sont les fraudes les plus fréquentes? Tout un tas de choses, c'est les défauts de protection collective, mais en matière de travail et de travailleurs détachés, c'est plus les sous-traitants non déclarés, quelques travailleurs clandestins aussi qui peuvent se retrouver sur des opérations. Voilà, mais c'est pas forcément l'apanage de sociétés étrangères, hein. C'est l'apanage de toutes les sociétés qui interviennent sur un chantier. Est-ce que justement ces fraudes, des fois, sont délibérées, mais parfois elles ne sont pas faites exprès parce qu'il y a beaucoup de normes. Donc, est-ce que ça arrive quand même, que ça soit juste de la méconnaissance? Ça peut arriver, c'est plutôt rare. On est quand même globalement dans une volonté de cacher les choses pour des motifs économiques ou de délai. Quel est le taux de procédure que vous avez à peu près, un chiffre sur les affaires que vous avez sur le travail détaché? Est-ce que c'est récurrent, c'est souvent? C'est souvent. Il y a quand même, on voit depuis ces dernières années un renforcement des contrôles. Donc nécessairement, ça a deux conséquences, c'est que ça augmente le nombre de procédures administratives et pénales. Mais et on l'a vu avec les chiffres, ça pousse aussi les entreprises à se ranger dans les clous et à procéder aux déclarations et même au niveau sécurité, faire en sorte que la sécurité et l'hygiène des travailleurs détachés ou des salariés, parce qu'il y a le travail détaché, mais il y a aussi des salariés en France qui bénéficient pas qui sont pas sous cette législation. Oui. Donc ça pousse les entreprises à bien agir. Ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, sur la fraude, il y a principalement deux types de fraudes. Il y a les fraudes assez simples, qui sont le défaut de déclaration, comme quoi l'entreprise embauche des travailleurs salariés. Et il y a des fraudes beaucoup plus complexes. Et c'est là où c'est très difficile pour les autorités françaises, puisque ça demande une coopération beaucoup plus renforcée. Et c'est ce qu'on espère, en fait, avec cette directive, avec les administrations des autres pays de l'Union européenne, c'est notamment la problématique des sociétés boîtes aux lettres. C'est une société qui en réalité a le principal de son activité en France, qui va aller monter une société dans un pays où les cotisations sociales, et ce problème des cotisations sociales n'est pas réglé par la directive de 96 et par la réforme, la révision envisagée, qui va aller dans un pays où le coût du travail en réalité est beaucoup plus faible. Et on voit les écarts dans l'Union européenne, ça va... je ne sais plus exactement les écarts, mais on a des pays où le coût du travail, c'est à peu près 13%. En France, ça va être plus 7 dans les 30%, ça va être dans les 30%. Donc, il y a encore une réelle disparité et ça pousse des sociétés qui ne sont pas bienveillantes d'aller dans ces pays et après de détacher leur masse salariale en France. Et ça, c'est le réel problème, comment on appréhende ces sociétés. Il y avait une proposition très intéressante de la CCI, qui était de dire si la société veut utiliser le statut du travailleur détaché, il faut qu'elle démontre qu'elle fait 25% de son chiffre d'affaires dans son pays où elle a son siège social. Ça n'a pas été retenu, en tout cas à ma connaissance, mais c'est vrai que ce problème de coût du travail, et comme on arrive à lisser pour uniformiser les pratiques et faire en sorte que tous les pays de l'Union européenne respectent les règles et les entreprises, on y viendra. À travail égal, salaire égal, c'est un premier pas, mais on y viendra quand on aura aussi moins de disparité dans le coût du travail. Une réaction par rapport à cela? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'objectif, c'est d'arriver effectivement à travail égal, rémunération et cotisation et coût du travail égal, quoi. On arrive en 2016 à comptabiliser 453 amendes prononcées pour un montant de 2,4 millions d'euros. Voilà, c'est un chiffre qui vous parle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a assez de contrôle ou pas? C'est très faible par rapport à la réalité. On pourrait faire beaucoup mieux. Ça dépend de quel point de vue on se place, évidemment. Mais oui, ça me semble faible par rapport à la réalité du terrain. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet sur le travail détaché et sur cette réglementation qui a été votée? 22 pays ont voté pour, 4 contre et 2 ne se sont pas prononcés. Donc on va suivre de près. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet sur le travail détaché? Est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose, Maître Chapelle, par rapport à
Quelques conseils pour venir vous voir? Peut-être un dernier point avant sur justement cette idée de il faut uniformiser aussi le coût du travail. C'est que cette directive travail détaché, il faut qu'elle soit prise aussi quand on l'étudie plus globalement, puisqu'elle ne comprend pas le transport routier. Donc ça fait partie d'une réglementation européenne à côté. Et également, il va y avoir une législation européenne sur le coût du travail, les cotisations sociales. Donc je pense qu'il faut, pour voir l'effet qu'elle aura, et est-ce qu'elle permet d'avoir de meilleures pratiques, des pratiques plus saines sur le marché du travail et le marché du BTP en particulier. Il faut voir aussi cette directive avec son penchant transport routier et son complément coût du travail. Ensuite, moi, les meilleurs conseils que je peux donner en tant qu'avocate, c'est évidemment, si jamais on a un doute, c'est de venir, parce que la problématique que moi je rencontre avec mes clients, c'est qu'ils me saisissent toujours trop tard. Ouais. On n'a plus de marge de manœuvre. Alors qu'il faudrait rédiger les contrats. Il faudrait rédiger les contrats en amont et essayer d'avoir une cartographie de son risque et de son risque pénal. Il est peu appréhendé encore par les entreprises. C'est un risque qui est important et c'est un risque qui va devenir de plus en plus important dès lors qu'il y a une volonté des différents gouvernements d'intensifier les contrôles sur les chantiers. Vous proposez une filiale justement pour aider et aiguiller. C'est un service qu'on propose pour aider toutes les entreprises à les accompagner dans les démarches administratives à faire, en particulier les sociétés étrangères. Et derrière aussi, comme je le disais tout à l'heure, les contrôles a posteriori, avant le contrôle administratif, pour éviter les problèmes et les problèmes graves que vous citiez. Plus que le contrôle, c'est aussi l'accompagnement, parce qu'on sait qu'il y a des besoins croissants de main-d'œuvre, et donc le fait de recourir au travail détaché est une bonne chose dès lors qu'il est bien encadré, bien connu et légal. Donc, encore une fois, il s'agit plutôt d'accompagner, de former et de donner à chacun les mêmes chances sur les chantiers. Ne pas rester seul quand on a l'intention d'avoir recours à des travailleurs détachés. Merci infiniment. Julien, vous aviez envie de rajouter quelque chose? Sur le premier point de Mme Chapelle sur le transport routier, là on sent bien que le gouvernement a un peu sacrifié, on peut le dire, les transporteurs routiers sur ce point. Pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, ils ont dû faire un sacrifice et on sent très bien que c'est là. Alors ils ne le disent pas tout haut, mais on sent que c'est parti comme ça. Bon, on va suivre ça de près, donc courant les prochaines semaines. Merci infiniment. Julien, nous on se retrouve très bientôt pour une émission consacrée à la mixité homme-femme. Exactement. Ça, ce sera très prochainement. À bientôt, merci.